Alors bonjour à tous, je suis avec Bhaskar de la chaîne Hypnomachie. Ça fait 2 ans qu'on doit se faire une vidéo ensemble, on a enfin l'occasion de le faire. On passe une semaine là tous les deux, tous les trois, avec Lucas qui est derrière à l'île Maurice. Donc on en profite pour tourner ça. Bhaskar, si tu peux te présenter en 2-3 minutes, nous dire un peu ce que tu fais, qui tu es. Et puis moi je ferai pareil derrière au cas où il y a des gens qui ne soient pas familiers avec ce que je fais, qui découvrent cette vidéo. Eh ben, en tout cas, bonjour Arti, merci pour l'invitation. Je suis bien ravi, effectivement, ça faisait beaucoup trop longtemps qu'on devait se faire ça. Donc je m'appelle Bhaskar, je suis le taulier de la chaîne YouTube Hypnomachie, dans lequel nous parlons de, comment on pourrait dire ça, de self-défense psychique dans un premier temps, on va dire, ça c'est le premier volet. Donc on fait attention à essayer d'augmenter la conscience que nous avons de notre propre suggestibilité. En effet, énormément de gens pensent qu'ils prennent des décisions alors qu'en fait ils sont soumis à un certain nombre d'influences qui ont lieu sous leur seuil de conscience, par leur environnement politique, familial, professionnel, relationnel aussi, affectif souvent, les enfants, le conjoint, les grands-parents, enfin, etc., etc. Et donc on essaie dans un premier temps d'augmenter la conscience de ces influences, c'est-à-dire qu'on va aller égratigner le mythe que nous sommes un individu avec une volonté propre qui prend des décisions éclairées. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a réalisé à quel point nous étions soumis à des influences, on essaie de récupérer un petit peu de liberté par rapport à ces influences là où c'est possible, et puis d'accepter là où ça n'est pas possible. Super, voilà. Très bien. Moi rapidement, donc je m'appelle Arti, Art Milan, alias Adoméos sur internet. Adoméos, ça veut dire vers l'homéostasie, vers l'équilibre. Pourquoi ? Parce que moi le centre de ma démarche c'est la gestion du stress et l'hygiène de vie, la santé physique et mentale de manière générale, ce qui m'amène à parler de pas mal de sujets tels que l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, les relations sociales, tout ça s'articulant autour du système nerveux, du système endocrinien et de tout ce qui consiste à comprendre comment fonctionne le stress, comment fonctionnent les mécanismes du stress, la réponse au stress et comment le gérer au quotidien pour mieux le vivre, pour en faire un allié et pas en être la victime, pas en être l'esclave au quotidien. Voilà, rapidement. On a donc déjà une belle complémentarité des Complètement. C'est pour ça qu'on veut faire une vidéo depuis si longtemps, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de sujets qui nous intéressent tous les deux et dont on voudrait parler. J'ai préparé quelques gros titres. On en a déjà parlé avant, tu sais un petit peu de quoi on va parler, mais la première grande thématique que j'aimerais aborder, et c'est pour ça qu'il y a 2 ans on voulait tourner cette vidéo, parce qu'il y a 2 ans on était en plein dans le délire de l'expérience de domestication globalisée, et on en était arrivé à parler du lien entre la peur du rejet, la peur d'être mis en marge du groupe, de se sentir en marge du groupe, et l'instinct de survie. Et du coup, je voulais que tu nous expliques un petit peu, que tu nous parles un petit peu de ce sujet-là. Quel est le lien entre les deux et comment est-ce que par instinct de survie, on en vient à avoir peur du rejet et quel type de comportement ça va induire, inconscient, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, en société, en entreprise, en famille, etc. Déjà, et ça, j'enfonce quelques portes ouvertes, mais enfin, il faut bien s'échauffer un petit peu sur cette question. L'être humain est un animal social, et donc effectivement, pendant des millénaires, être exclu du groupe, c'était potentiellement être mort. Ça voulait dire que dès qu'on était malade ou qu'on s'était cassé quoi que ce soit, on n'était plus en capacité de chasser, on n'était plus en capacité de se nourrir, on n'était plus en capacité de se protéger des éventuelles menaces des prédateurs ou des autres tribus aussi, lors de raids. Voilà. Donc, pendant très très longtemps, le simple fait d'appartenir était une condition sine qua non de notre survie. Aujourd'hui, dans les sociétés industrialisées, on peut commencer à se passer de tout ça, parce que quelque part, tout ça a été géré par l'État et les structures d'État. Il y a de la police, il y a des pompiers, il y a des hôpitaux d'État. Donc ça veut dire que même si on se la joue profondément solo, on pourra quand même se faire soigner, se faire protéger, etc., etc. Et donc il commence à y avoir une espèce de prise de conscience et de mise à distance de ces conditionnements pluriséculaires. Ceci dit, là, je ne le dis que sur des choses qui sont assez évidentes. C'est évident que ces conditionnements jouent sur le psychisme de façon beaucoup plus inconsciente. Prenez un exemple très très simple. Par exemple, on a des travaux qui montrent par exemple que les femmes qui se sentent en marge d'un groupe social, qui se sentent exclues, ou en tout cas à la périphérie d'un groupe social, c'est-à-dire pas loin de l'exclusion par exemple, sont beaucoup plus promptes à s'engager, par exemple, dans des rapports sexuels sans lendemain que des femmes beaucoup plus intégrées socialement. Si on se pose 5 minutes et qu'on essaie de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je peux me faire virer du groupe du jour au lendemain, donc potentiellement je peux mourir très rapidement, donc si je veux me reproduire, il faut que je baisse ma sélectivité pour rapidement procréer. En tout cas, ça c'est un niveau subconscient.
Aujourd'hui, avec la pilule et avec le préservatif, on va bypasser ça. Mais comprenez bien que ce sont des mécanismes qui sont terriblement ancrés et où justement, à moins d'une étude approfondie de ces mécanismes, ils nous dirigent littéralement par le bout du nez. Et justement, moi, tout mon travail, c'est d'essayer de conscientiser ça. Par exemple, pour une femme qui écouterait ce message, qu'elle se pose la question si elle est actuellement courtisée par quelqu'un et qu'elle se sent dans ce cas-là, elle dit tiens, est-ce que c'est vraiment mon choix ou est-ce que je suis en train d'obéir à ça, etc. etc. Ouais. Là, tu nous emmènes déjà un petit peu sur tout l'aspect évolutionniste. Grande thématique qu'on va aborder aussi, de toute façon qui est reliée aux autres, tout ça, toutes ces thématiques-là étant reliées, on va forcément jongler l'une à l'autre. Voilà, je pense qu'on va passer de l'un à l'autre. Oui, bien sûr, évidemment. D'ailleurs, on avait prévu de parler peut-être de raconter un peu aux auditeurs ce qui nous est arrivé quand on est arrivé avec Maurice. Exact. On voulait commencer par ça, parce que, si vous voulez, c'est une petite anecdote, mais qui nous a vraiment beaucoup rapprochés dans nos deux thématiques, tant nos deux domaines d'expertise se sont retrouvés illuminés par une rencontre, on pourrait dire ça comme ça. Je te propose qu'on raconte alternativement un peu. On est arrivé hier, après 12 heures d'avion, un peu chaotique, pas beaucoup de sommeil, donc... On était même dans un état complètement lamentable. Alors moi un petit peu moins, parce que j'ai réussi à dormir, mais toi et Lucas, quand même vachement épuisés. Donc typiquement quand on est épuisé, on est encore plus vigilant à l'environnement, on est encore plus sensible au stress, en l'occurrence au stresseur plutôt. Et on est aussi beaucoup plus influençable et beaucoup plus hypnotisable. C'est pas pour rien que les sectes dans le monde imposent à leurs disciples de dormir que 5 heures par nuit, de manger qu'un seul repas peu calorique, histoire qu'ils soient dans un état de fragilité. De porosité cognitive. Et nous nous étions retrouvés donc dans cet état. Exactement. Et donc on arrive à l'aéroport et on se retrouve à prendre une navette pour aller jusqu'à la maison où on est actuellement. Sachant qu'il y a quand même 1h30 de route, on ne le savait pas encore, on pensait qu'il y avait 30 minutes, moi je m'attendais à 30 minutes. Surtout vu la taille de l'île, on se disait ça va être juste à côté. Mais en fait pas du tout. Et donc on retrouve notre chauffeur et on embarque avec lui. Et il commence à nous raconter tout un tas de choses et en fait à nous décrire un tableau de la vie ici vraiment complètement noir, déprimant et anxiogène, quoi. Il nous a brossé un canevas de la vie sur l'île où on était tous, mais au bout de 10 minutes, on se disait, mais mince, où est-ce que je suis ? C'est-à-dire que c'était pire que dans le pire des clips d'une ONG, genre Oxfam, qui voudrait vous récupérer des dons, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, le mec, on avait envie de l'amener chez nous et lui dire, non, t'inquiète pas, on va te sauver, mon gars, et tout. Tellement le niveau de Les Misérables à côté, c'était rien, quoi. C'était terrible. J'avais l'impression que... D'un côté, j'avais un petit peu l'impression qu'il essayait de provoquer de la pitié et d'être dans le pathos pour essayer de faire en sorte qu'on ait envie de l'aider, de lui donner quelque chose. J'étais un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça. En même temps, il a refusé tous les dons qu'on lui a fait. On lui a proposé de lui acheter de la nourriture, des choses comme ça, etc. Et il a tout refusé avec une espèce d'intégrité. C'était quelqu'un qui avait un profil légèrement obsessionnel et qui nous a raconté donc tous les malheurs de l'île, comment le commerce s'était effondré, le tourisme s'effondrait, comment la corruption partait en déliquescence. Voilà. Et ouais, donc nous, on s'est dit, il nous a dit, là où vous êtes, il n'y a rien à une demi-heure à la ronde, il n'y a pas de restaurant, le soir, il faut faire attention, il n'y a pas d'éclairage public, les gens de plus en plus pauvres, ils peuvent se montrer agressifs, donc il faut faire attention. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'on foutait là. Et ouais, on s'est dit, on est dans un endroit très beau, au bord de la mer, une belle maison, mais il faut faire attention, le contexte est un petit peu dangereux. On va avoir peut-être du mal à trouver de quoi manger, faire des courses, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc on est arrivé ici en fait avec une espèce d'anxiété en toile de fond, une espèce d'état de... Franchement, on avait tous notre système nerveux autonome qui était on était tous passés en mode voie dorsale, c'est-à-dire une espèce de stress de survie où on se disait bon Dieu, et en fait des problématiques extrêmement concrètes se posaient comme qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Et il nous expliquait vraiment que tout était hors de prix, qu'il n'y avait pas de magasin ou très très peu, et qu'on risquait fort de se faire attaquer sur le retour avec de la viande. Enfin, on était... Non mais vraiment, on était là au Moyen-Âge, dans une forêt, on était largués seuls dans une forêt moyenne. Ah mais moi j'étais dans Far Cry là, déjà, à me dire, faut que je trouve... limite, faut qu'on s'équipe, quoi. Et avec les chiens errants. Il en a rajouté. Oui, il y a des chiens errants, c'est dangereux. Il y en a qui sont très gentils, mais il y en a qui sont très agressifs. Et on est allé faire les courses tout simplement, comme en début de séjour, de façon complètement banale, histoire de se mettre bien. Et là, on s'est rendu compte que cet homme était dans une transe hypnotique lourde. J'avais bien repéré déjà qu'il avait une espèce donc, de pattern où en fait, c'est un homme qui avait vraiment besoin que papa fasse mal son travail. On sent qu'il s'est construit sur cette équation, sur cette transe-mère, comme je dis à mes séminaristes.
Et cette transmerde, c'était le gouvernement a merdé, les commerçants merdent, enfin bref, tout le monde Rien merde. ne va. Son patron merde, tout le monde merde. Voilà. Et là, on s'est rendu compte, en allant faire nos courses, que en fait, tout se passait très très bien, qu'on était dans un endroit adorable, que toutes les personnes qu'on a vues étaient absolument charmantes. Détendu. Et c'est un rappel, on le savait, mais ça nous a fait quand même un bon enseignement de à quel point est-ce qu'on peut se créer son enfer à partir du moment où on a une paire de lunettes marquées « Rien ne va autour de soi ». Tu vois le monde que tu as envie de voir, et si tu penses que le monde est hostile et que tu vas le subir, tu vas le subir. Et tu peux même, et on sait ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un côté contagieux, ça se répand comme une épidémie. Si en plus tu communiques beaucoup, comme c'était son cas, il s'est pas arrêté pendant 1h30, mais tu peux transmettre ça à 3 personnes en 1h30 et transmettre cette espèce de peur, cette anxiété, et faire des dégâts en fait. Donc heureusement que ce matin on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas du tout le cas et qu'en fait on avait accès à tout très facilement et que l'ambiance était détendue, ce qui a complètement changé notre état, mais on était parti d'un mauvais pied, ouais, toute la soirée. Bref, voilà, on croyait que c'était un traquenard au final. En fait, tout va bien, tout va bien. Bah tiens, oui. La deuxième idée que j'ai notée, et je pense qu'on aura de toute façon des occasions de revenir sur tout ce qui concerne la peur du rejet, l'instinct de survie, parce que ça va se faire naturellement, mais la deuxième idée que j'ai notée, qui me fait penser à l'histoire qu'on vient de raconter, c'est, j'ai noté gestion du stress et économie cognitive. En quoi est-ce que, quand on est soumis à des sources de stress, on va avoir tendance inconsciemment à ralentir en fait le fonctionnement cognitif pour économiser de l'énergie, pour être capable de conserver nos fonctions de survie qui consistent à fuir ou à combattre, et à sacrifier tout ce qui consiste à faire fonctionner notre capacité de raisonnement, à réfléchir, à nuancer. Et quel est le lien entre les deux et comment est-ce que ça se traduit, c'est la question que je te pose. Comment est-ce que ça se traduit dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde moderne, et dans quel cas de figure est-ce qu'on peut l'observer, et comment faire pour prendre conscience qu'on est victime de ça et pour s'en extraire. Comment faire pour retrouver la capacité de raisonnement qui est la nôtre. C'est beaucoup de questions en une. Oui, de toute façon, la question est tellement riche que là, ça presque un ou deux livres pour y répondre. Mais vous avez des êtres humains qui vivent dans la survie, vous avez des êtres humains qui vivent dans la vie. Alors évidemment, c'est un continuum, mais ça a beau être un continuum, c'est pas parce que les choses sont présentées sous forme de continuum qu'il n'y a pas à un moment donné une frontière. Je sais que ça peut paraître contradictoire, parce que le problème d'un continuum, c'est qu'il n'y a pas de frontière, mais en fait, si on réfléchit un petit peu, on peut avoir les deux. On peut avoir un continuum, une frontière, et le continuum après continuum. Bien sûr. Et la vie et la survie procèdent de ça. Moi, c'est mon occupation principale, c'est que j'accompagne des gens pour les amener justement de cet état de survie à un état justement dans lequel ils peuvent vivre, avec un petit V d'abord, puis avec un grand V ensuite. Enfin, au bout d'un moment, après, on ne vit plus, on est vécu, mais c'est notre histoire. Mais en tout cas, et là, que nous sommes littéralement dans ce qu'on appelle le tiers-monde, on voit bien la différence entre la survie et la vie. Complètement. Le propre de l'intellect, de la cognition, c'est que c'est un luxe à l'échelle biologique. Enfin, je veux dire, qui a le temps de réfléchir, ce sont les riches. Et justement, plus les gens sont riches, plus ils ont le temps pour philosopher. Le gars qui fait les 3-8, il n'a pas le temps, on est d'accord. Non, il est trop occupé à combler ses besoins de base. Exactement. Et quand il a assez pour manger, il n'a pas assez pour son fils. Et quand il a assez pour son fils, il a simplement envie de niquer la voisine. Enfin, je veux dire, on n'a pas le temps pour autre chose. Bien sûr. C'était Marx, je crois, qui disait justement, si je ne dis pas de bêtises, que la meilleure mesure du temps libre était la meilleure mesure de la richesse était le temps qu'on avait pour philosopher, justement. Qui est-ce qui disait que si on n'a pas les 2/3 de son temps pour soi-même, on est un esclave. On est un esclave. On est esclave, c'est Nietzsche, je crois. Je crois, oui. Tu l'as déjà utilisé cette citation. Oui, je crois que c'est Nietzsche. Et je pense qu'il n'a pas tort. Je suis d'accord. Et donc, du coup, bah oui, c'est normal. Il faut attendre que les besoins primaires soient satisfaits pour commencer à planifier la satisfaction des besoins primaires de demain. Et là, on en revient sur un autre thème dont on discutait tout à l'heure. C'était le côté super tranquille des Mauriciens, où il n'y a pas des problèmes, tout est toujours tranquille, parce qu'ils vivent dans un endroit luxuriant, il y a la mer à côté, il y a des poissons partout. Il y a des fruits dans les arbres. Il y a des fruits dans les arbres à profusion, et donc effectivement, pourquoi est-ce que vous voudriez que de façon évolutionniste, ces gens-là développent leur néocortex? Ça n'est pas utile. Et comme la nature cherche toujours à économiser les coûts, parce qu'on pourrait dire, putain, ça y est, c'est super raciste ce qu'il dit, pas du tout. C'est une simple constatation biologique qui est que
avoir du glucose, dépenser du glucose cérébral dans le fait de faire des plans et des modélisations, c'est épuisant. Et que ce sont les Occidentaux, et notamment les Occidentaux du Nord, ceux qui vivent, enfin je dis Occidentaux, j'inclus aussi les Sibériens et les pays qui sont plus tout à fait à l'Occident, mais qui vivent justement sur des latitudes très élevées, qui, vivant dans un climat difficile, doivent commencer à avoir peur pour demain. En fait, les gens qui avaient peur se planifiaient davantage les saisons à venir, les récoltes et les pénuries à venir, et donc ont mieux survécu et darwiniennement ont été sélectionnés, là où justement dans les îles, on voit vraiment ici la différence, elle est criante. Il y a un truc que tu viens de dire auquel j'avais pas pensé, oui. C'est que, bon, là évidemment on comprend que s'il n'y a pas de source de stress dans l'environnement, alors on n'a pas de réaction de stress. Alors on ne tombe pas dans l'économie cognitive. Mais si tous nos ancêtres ont toujours vécu dans des endroits où l'environnement était peu source de stress, où il y avait toujours de la calorie à disposition, autour de l'équateur, alors effectivement il n'y a aucune raison qu'une région du cerveau destinée uniquement à préparer se développe. Bah, bien sûr. Ça n'a aucun sens, ce serait une dépense, un gaspillage, une perte sèche. Mais quand bien même elle se serait développée, parce qu'on peut quand même penser que c'est raisonnable de considérer qu'elle se soit développée, l'individu ne serait pas sélectionné darwiniennement. Exactement. Parce qu'il cramerait une partie de son énergie à prévoir des pénuries qui n'arriveraient pas, et pendant qu'il prépare ça, les autres ils sont en train de féconder les femelles à côté. Exactement. Donc ça marche pas. Ça ne marche qu'à partir du moment où il y a une modification de l'environnement dans le sens d'une plus grande rigourosité des hivers. Qui nécessite ce genre de planification. C'est ça. C'est marrant parce que, je ne sais pas si c'est volontaire de ta part, mais en 5 minutes, tu as réussi à connecter tous les gros titres que j'avais notés pour tout à l'heure. Notamment, l'intelligence extrême est-elle une anomalie de la nature? Alors, ça dépend dans quel contexte, mais j'ai l'impression que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a quand même plus facilement accès à de la ressource, qu'on a quand même plus facilement accès, on peut plus facilement combler les strates inférieures de la pyramide de Maslow. Alors oui, l'intelligence extrême devient vite un fardeau parce qu'elle nous enferme dans la réflexion et elle nous prive elle nous empêche d'être dans l'action. Oui. Et quand on n'est pas dans l'action, il y a plein de gens qui le sont à notre place et qui prennent tout ce que nous, on n'a pas pu prendre. C'est le mot-clé, là, moi ce que j'entends, je considère que le mot-clé dans ta phrase, c'est extrême. Oui. Les écarts types très élevés. Parce que effectivement, on sait notamment que plus l'intelligence monte, plus on est exclu socialement. Là, je ne vous parle pas juste des petites intelligences élevées, je vous parle de ce qu'on appelle les TTHQI, donc les très très haut QI. Très très souvent, l'intelligence extrême va empêcher de connecter avec autrui, parce qu'on va trouver autrui bête. Exact. Donc on va avoir du mal à socialiser, donc on va avoir du mal à trouver des partenaires, et donc au final, ces gens-là se reproduisent beaucoup moins que les gens avec un quotient intellectuel de 100. Qui trouvent très facilement des gens. Donc effectivement, d'un point de vue strictement darwinien biologique, c'est un handicap d'une génération sur l'autre, puisque ça freine la reproductibilité. Après, heureusement que la vie ne se résume pas à la biologie, et encore moins au quotient intellectuel, mais c'est évident que c'est un facteur, facteur observé, qui est d'ailleurs un handicap au même titre que les très bas QI, qui vont aussi avoir du mal pour d'autres raisons qu'on imagine facilement. Ouais, non, c'est évident. Et tu parlais aussi, tu as abordé la notion d'évolutionnisme. Je voudrais revenir là-dessus. Attends, je peux juste une dernière chose là-dessus. Il faut bien comprendre que on peut avoir tendance à penser que les hauts QI, que plus on a un haut QI, plus on va cartonner socialement, professionnellement parlant. En fait, c'est pas du tout le cas. Ça monte et on cartonne de plus en plus avec une espèce de pic autour de 120-130 quoi. 120-130 c'est juste ce qu'il faut parce on surnage au-dessus de la masse mais on est encore compréhensible par cette dernière. Donc ça veut dire que là on va vraiment pouvoir en tirer profit. Dès qu'on commence à dépasser 135, 138, en fait le QI commence à devenir un handicap et quand on en arrive vraiment à des QI de 150, 155, on est complètement exclu de l'univers professionnel à ces QI-là. Complètement exclu. Oui, et puis parmi ces gens-là, il y a des gens qui vont réussir à bâtir quelque chose seul de leur côté. Ça c'est possible. Quand ils ont une capacité de concentration suffisante, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et souvent, je ne sais pas s'il y a une corrélation directe entre l'intelligence et le côté pensée arborescente et donc difficulté à se concentrer. Mais si c'est le cas, alors ça voudrait dire que plus on est intelligent... Non, ça c'est un neuromythe très très fréquent. Les surdoués n'ont pas le monopole de la pensée en arborescence. Ce qu'on vient de dire là, ça me fait penser à un truc qui est connu de tout le monde, presque, c'est que la nature fonctionne par essai et erreur, et qu'en fait tout ce qui est trop éloigné de la moyenne est un essai qui va être voué à l'erreur, enfin voué à l'échec, donc c'est juste une expression de la stratégie de l'essai-erreur.
si naissent des gens, enfin si des gens se développent et développent un quotient intellectuel de 160 points, c'est que ça peut avoir un rôle à jouer. Peut-être que, je me dis, dans certains environnements, peut-être que ça peut être utile, que ça peut valoir le coup, mais qu'au global, l'environnement fait que, comment dire, fait que ça n'est pas ce qui est privilégié, ce n'est pas ce qui est le plus sélectionné par la nature. Tu as dit que c'était plutôt entre 120 et 130 qu'on fit le mieux, ouais, c'est l'idéal. Mais ça existe quand même. Des QI très bas, des QI très élevés. Donc bien c'est sûr, juste des espèces d'anomalies la nature passe son temps à faire des stratégies mixtes. C'est ça, c'est ça que j'entends par ici. Et en plus l'expression et l'utilisation pleine de son potentiel cognitif par des gens très très bien doués. En anglais, on dit gifted people. Là, on dit personnes qui ont reçu un don. Ouais. Dans certains domaines, certaines associations de surdoués militent histoire que ce soit reconnu comme un handicap. Donc, oui, handicap, c'est hand in cap. Donc c'est à l'inverse, c'est le fait de dire quand on est trop bon à un jeu, on vous met un handicap. Tu vois, donc c'est marrant de voir comment d'une langue à l'autre, la perception est complètement inversée. Bon, bref. Tout ça pour dire, le disque dur, la puissance de calcul d'un OQI doit être soutenue aussi par une intelligence émotionnelle. Et ce qui se passe très très souvent, c'est qu'un certain nombre de très très hauts QI, je ne parle pas juste du gars qui a 130, etc., je parle vraiment des gens qui crèvent le plafond, la plupart du temps, ces gens-là vivent dans leur enfance ou leur adolescence certaines formes de mise à l'écart social en raison de leurs différences cognitives. Et donc, le risque est très très grand pour ces profils-là d'accumuler des expériences émotionnelles traumatisantes, des trahisons, des déceptions gigantesques. Et aujourd'hui, on sait, par IRM, que les grandes trahisons et les grandes déceptions et les grandes émotions blessantes, en fait, marquent le cerveau de manière indélébile. C'est-à-dire que ça fait des cicatrices dans le cerveau, si j'ose dire, au niveau métaphorique évidemment, comme peuvent l'être le viol ou le tabassage. C'est le genre de trucs qui vont venir carrément modifier le fonctionnement de l'amygdale et le faire devenir surréactif. Exactement. Donc en fait, c'est le genre d'expériences qui vont faire monter j'imagine, mais tu vois, imaginons que ton niveau de stress, c'est un plancher comme ça, qui fluctue. L'idéal, c'est qu'il soit le plus bas possible par défaut. Donc ça, c'est le genre d'expérience qui vont le faire monter comme une sangle à cliquer, qui n'a pas de retour. Le plancher de niveau de stress va monter et il ne redescendra plus tant qu'il n'y aura pas eu de travail de psychothérapie, ce genre de choses. Oui, tu as raison. Après, moi, ce qui me fait tiquer, c'est est-ce que c'est vraiment un idéal que le stress soit bas ? Ça dépend du contexte. Voilà, ça dépend du contexte. Si tu vis sur une île comme ici, alors oui. T'as pas besoin qu'il soit élevé. Voilà, en tout cas, moi j'ai souvent vu dans les approches de stress une forme d'idéologie comme ça qui consistait à dire peu de stress c'est bien, beaucoup de stress c'est pas bien. J'essaie de défendre l'idée que c'est pas le cas. Voilà, je pense que c'est une situation complexe. Ouais. Mais ce qui est clair aussi, c'est que ça dépend. Il y a les oiseaux. Il est juste là au bord de la piscine en train de gueuler. Ah ouais, il s'approche super près. Ouais, il gueule. Et donc du coup, moi je me méfie beaucoup de cette approche idéologique du stress, mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a un certain nombre d'êtres humains, il suffit de les écouter, qui témoignent d'un mal-être et qui sont à un niveau de stress qui ne correspond simplement pas à ce qu'ils ont envie de vivre. Ouais. Et donc ça se travaille évidemment en accompagnement. Donc, tu vois, ce que tu viens de dire là, ça me permet de nourrir ma propre démarche. Moi je dis toujours qu'il faut apprendre à réguler son niveau de stress en fonction du contexte, mais aussi en fonction de ce qu'on a envie de vivre. Parce que quelqu'un qui a des grands objectifs professionnel, il va devoir accepter un certain niveau de stress parce qu'il ne pourra pas se confronter à la réalité du monde, surtout dans le milieu professionnel, s'il fonctionne à un niveau de stress trop bas, il va se faire dévorer. Tout à fait. De toute façon, chez les grands singes, on voit bien que plus on monte dans la pyramide de dominance sociale, plus on retrouve de l'hypertension. Oui. Donc, qu'il faut maintenir. Donc c'est exactement la validation de ce que tu dis. Alors, ça reste une isomorphie du chimpanzé jusqu'à l'homme, etc. On peut se permettre. C'est transposable. Enfin, il y a peu de chances que ce soit fondamentalement différent. Encore que. Oui, parce que quand on a atteint un niveau élevé dans l'échelle de dominance hiérarchique, CF Henri Laborie, il faut garder un certain niveau de vigilance et d'effort pour le maintenir. Parce que si tu as réussi à accaparer de l'énergie, il y aura toujours quelqu'un pour la convoiter. D'où l'importance, à mon avis, une fois qu'on est un minimum installé, de développer ensuite un certain nombre de social skills et de tranquillité intérieure. Il ne s'agit pas tant de faire que d'être, de qualité d'être. Bien sûr. Il ne s'agit pas de faire, pour justement réussir ensuite à pérenniser des alliances avec des gens pour rentrer dans une logique de gagnant-gagnant. Exactement. Et de ne pas rester dans cette peur d'être détrôné, en fait, parce que ça tue à petit feu. Ouais. Si tu réussis financièrement et que tu t'enfermes dans une logique
je suis le prédateur, dans une logique binaire, dans une logique de jeu à somme nulle, bah, tu es en permanence anxieux, tu es en permanence sur tes gardes parce que tu n'es jamais tranquille d'esprit. Et c'est pas pour rien que la plupart des gens en position de dominance sociale, quel que soit d'ailleurs le domaine, travaillent en réseau, justement, parce que c'est une façon de diffuser leur stress et de créer une alliance pour le faire réduire, ou en tout cas le maintenir dans des limites supportables qui les protègent de l'infarctus et autres molesties. Tiens, tu viens de prononcer un terme qui m'intéresse, tu as dit diffuser le stress. J'avais noté une idée que je voulais qu'on développe, j'ai noté le rôle de la croyance, de la foi, appelle ça comme tu veux, pour dissiper le stress et l'incertitude. Et des différentes méthodes, des différents stratagèmes que les êtres humains ont mis au point, ont développé pour leur permettre de dissiper ce stress, cette espèce d'incertitude latente qui les ronge de l'intérieur, qui les fait vieillir prématurément, qui les fait mourir en fait, qui leur empêche de... Et qui aussi je pars sur un autre truc mais c'est lié. J'ai lu il n'y a pas longtemps que quand l'amygdale détecte un danger et qu'il enclenche, il ou elle, l'amygdale, que l'amygdale et qu'elle enclenche une réaction de stress, alors le corps se met à... alors s'inhibe la production d'hormones de croissance et la production d'hormones sexuelles. Tout à fait. Ce qui veut dire que la nature est tellement bien faite que, en présence d'un danger, juste en anticipant un danger qui n'existe peut-être pas, alors la croissance des tissus s'arrête, il n'y a plus de développement de l'individu et il n'y a plus possibilité de procréation, de développement de l'espèce. En fait, je fais une parenthèse, mais ça, d'un point de vue évolutif, c'est très intéressant parce que ces retards de croissance, tu retrouves ça chez des gens qui ont souvent ce qu'on appelle des retards de croissance. Ouais. Moi, je connaissais un ami comme ça quand j'étais ado, il avait 15 ou 16 ans et il en faisait 12. Il parlait comme ça, avec une voix toute fluette, etc. Il n'avait pas de poids au pénis, etc. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il faisait 25 cm de moins que les autres de son âge. Enfin bref, il avait gardé un caractère néoténique beaucoup plus longtemps. Et ça se comprend notamment parce qu'il y a énormément de mammifères. C'est classiquement étudié chez les lions, beaucoup chez les lions, mais on retrouve ça aussi évidemment chez les gorilles et chez d'autres grands singes. Et on a aussi pas mal d'éléments chez les humains évidemment qui attestent de ça, qui est que quand un mâle dominant arrive et récupère une femelle, en général il a tendance à tuer les enfants d'un précédent lit. Ouais, bien sûr. Ça c'est très connu chez les lions. Très connu. Bon, bref. Mais on retrouve à peu près le même genre de choses aussi chez les humains. Alors évidemment chez les humains aujourd'hui on peut pas, avec les beaux-pères. Le beau-père évidemment il va pas fracasser la tête du crâne, encore que on voit qu'il y a plus d'accidents domestiques quand l'enfant est sous la surveillance du beau-père. Donc ça c'est intéressant. C'est des accidents. Évidemment. Oui. Oh mince, la poêle d'huile bouillante. Voilà. Alors c'est à pondérer parce que plus un beau-père s'occupe jeune d'un enfant. Plus l'enfant est jeune ou le beau-père est jeune ? Plus l'enfant est jeune, plus il considère que ça peut être le sien. Il peut considérer que c'est le sien et plus il va s'attacher, etc. Vraiment le pire, c'est le pire du pire, c'est quand le beau-père arrive et que le gamin il est en prépuberté. C'est-à-dire que vers 12-13 ans, c'est-à-dire qu'au niveau éthologique, le gars va se dire oh là là, ça va être un rival. Et voilà. Et voilà, et là la boucle est bouclée. Et on comprend que dans ce genre de conditions, justement, ça crée du stress d'avoir un mâle qui n'est pas son père. Et qui est très très proche, tu vois, et qui baisse ta mère, etc. Ouais. Et donc, ce genre de sécrétion de cortisol et de stress va avoir tendance, justement, ou peut avoir tendance, c'est une des stratégies, c'est pas la stratégie, mais à faire en sorte que l'enfant reste enfant. Et donc, il représente moins une concurrence pour le mâle, et donc il risque pas la mort. Exactement. Et donc, il survit, sachant que l'intérêt principal de nos gènes, c'est qu'on survive. Exactement. Et rien d'autre. Pas qu'on soit heureux, pas qu'on se sente bien. Exactement. Et d'ailleurs, avec la même notion, il y a d'autres études qui sont absolument passionnantes comme ça, qui montrent que plus un homme est dominant, au sens vraiment éthologique, et moi qui ai fait beaucoup d'arts de combat, j'ai pu l'observer avec des hommes qui sont physiquement très dangereux, plus ils sont élevés dans la hiérarchie, plus ils vont avoir tendance à n'avoir que des filles. Tu vois, des gars comme Donald Trump, tu vois, il a que des filles. Ça c'est fascinant. Et ça c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que c'est des gars qui ont des tellement bons gènes, alors ça, j'ai un truc à te dire là-dessus, vas-y. Le gamin issu comme ça de cette union-là, quand il va avoir 15 ans, il risque tellement d'être agressif et de renverser papa qu'il faut mieux qu'il y ait que des... Ah, ok, alors, tu me faisais penser à un truc, là tu dis le risque c'est de renverser papa. Ouais. Moi j'avais une théorie il n'y a pas longtemps, je pensais à ça en pensant à Andrew Tate, qui est un peu l'incarnation du super prédateur. Ouais. Et je me disais que... la nature étant ce qu'elle est, étant parfaitement régulée, au point que des hommes extrêmement dominants ont plus de filles que de garçons,
est-ce que oui, ce que j'observais, c'est que souvent des gens qui ont des caractéristiques d'un super prédateur, par exemple quelqu'un qui est grand, qui a développé ses aptitudes de combat, qui est extrêmement intelligent, qui a un peu de sociopathie, de psychopathie, qui est extrêmement manipulateur, qui peut obtenir absolument tout ce qu'il veut de tout le monde, il y a forcément un endroit où il va avoir une faiblesse. Par exemple, il peut être très très con à un endroit. Typiquement, l'exemple d'Andrew Tate, c'est de dire publiquement dans des podcasts qu'il est proxénète, quoi. Donc, montrer le flanc, en fait, clairement, montrer des points vitaux, prendre le risque de se faire foutre en tôle facilement. Est-ce que ça, c'est pas un mécanisme d'autorégulation de la nature pour éviter qu'un super prédateur prenne trop l'ascendant sur le reste de la communauté? Donc toi, tu as parlé d'un exemple où le risque, ce serait pour le père. Moi, je te parle d'un exemple où le risque, ce serait pour la communauté tout entière. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça ou... Attends, le risque, ce serait pour la communauté tout entière. Dans le sens où le super prédateur gagne tout. Raphaël. Voilà, exactement. Moi, je ne suis pas certain de ton exemple là pour la proxénétisme. Enfin, effectivement, alors deux choses. Moi, je ne suis pas certain d'une espèce de vision romantique qui dirait il y a toujours un point faible. Tu vois. Moi, il me semble, ça m'évoque une espèce de biais d'illusion de justice, tu vois. Alors que non, il y a des gars qui sont des super prédateurs qui raflent tout et qui nous emmerdent, tu vois. Oui, mais tu viens quand même de dire qu'il y a un mécanisme d'autorégulation à l'échelle de la famille. Non, j'entends, je vais quand même nuancer ce que je dis. Effectivement, on sait que les gens qui ont un énorme taux de testostérone, ce qui était moi mon cas plus jeune, notamment ce qui m'a valu cette calvitie, c'est allopathie corrélé. C'est pas pour rien que tu as autant de chauves dans les films d'action, tu sais, où les grosses... Dwayne Johnson et Vin Diesel en témoignent. C'est que c'est un caractère secondaire du haut taux de testostérone, et ça va avec les arts de combat aussi que j'ai fait énormément. Mais les hauts taux de testostérone ont tendance à prendre beaucoup plus de risques. Et de risques stupides. C'est-à-dire que tu as des expériences qui ont été faites comme ça. On a demandé à des gens qui avaient un haut taux de testostérone dans des salles de gym qui étaient situées au premier étage ou au deuxième étage de bâtiment. Et on leur disait, à ton avis, si jamais je te donne tant d'argent, est-ce que tu es prêt à sauter du premier étage ? Et après, on mesurait leur taux de testostérone et on a vu une corrélation directe avec ça. Mais c'est évident. Et les gars, ils disaient, ouais, moi je le fais, c'est bon, et ça, sans se rendre compte qu'ils prenaient des risques qui étaient complètement déraisonnables. Il y a plein d'autres travaux qui vont dans ce sens-là aussi. Donc la testostérone, elle te permet donc de davantage paraître dominant aux yeux des femelles et donc potentiellement de trop produire davantage, mais elle te fait faire aussi beaucoup plus de conneries. Moi, je sais que quand j'ai passé 40 ans, j'ai vraiment senti la baisse du taux de testostérone. Le truc qui fait que les athlètes s'arrêtent face à un moment donné de leur carrière, elle baisse pas drastiquement. Hein, non, mais ça suffit à ce que la raison puisse prendre le dessus sur le limbisme. Ah, moi, moi, ça, j'avais pas ce problème avant, parce qu'on peut faire les deux, mais en tout cas, j'ai tellement senti les avantages d'une baisse très modéré, mais de la testostérone, que je dis, c'est pas si mal, et là je me suis senti davantage homo sapiens, tu sais, évoluer. Je dis, non, mais je préfère en fait être un homo sapiens qu'être un singe dominant à tout prendre. Donc il y a, bien sûr, tu as raison, il y a ces mécanismes d'autorégulation qui se font. J'ai l'impression que oui, on retrouve les mêmes mécanismes un peu partout, que tout tend vers un équilibre, et que tout est représenté, tout est une courbe de Gauss, et que les extrêmes soit sont éliminés, soit finissent par se rapprocher du milieu, d'une façon ou d'une autre. C'est une forme de pensée systémique, bien sûr. On ne perd jamais sur tous les tableaux. De toute façon, ça, c'est un des grands mantras. Clairement. Jamais on perd. Je recentre l'échange sur ce quoi on était parti, mais c'est moi qui ai divagué. Donc alors, c'était cette histoire de l'intérêt de la croyance et de la foi pour dissiper l'incertitude et le stress dans un groupe humain. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Par exemple, nous expliquer un petit peu comment ça s'est installé dans l'humanité et par quoi ça peut être remplacé aujourd'hui dans des sociétés où il y a un vide spirituel. Là, tu parles, il y a plein de questions. Plutôt la deuxième. On va les faire, on va toutes les faire, mais je te propose qu'on les prenne une par une. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Plutôt, on va rester dans le contexte actuel. Aujourd'hui, dans tous les pays occidentaux, dans tous les pays développés, peut-être pas tous, mais beaucoup, il y a de moins en moins de croyants pratiquants. Il y a de moins en moins de gens qui s'identifient à une croyance religieuse ou une autre. Ce dont ces gens n'ont pas conscience, c'est que leur système nerveux il peut pas y avoir un vide. À chaque fois qu'il y a un vide de croyance quelque part, il est rempli par une autre croyance. Quelles sont, selon toi, les nouvelles formes de croyance aujourd'hui, de religion, qui viennent jouer ce rôle d'anxiolytique ? Ça, moi, j'en parle abondamment sur ma chaîne, mais c'est que énormément de gens aujourd'hui peuvent avoir l'illusion qu'ils ne sont pas croyants. Bien sûr. Un non-croyant, ça n'existe pas, scientifiquement parlant, je veux dire.
Scientifiquement parlant, quand tu mets des gens dans des IRM pour voir quelles sont les zones de leur cerveau qui s'activent, etc., on connaît aujourd'hui un certain nombre de zones qui sont responsables de la croyance religieuse, des états mystiques, etc. La cartographie commence à être pas trop dégueulasse, même si on a encore beaucoup à apprendre, on a quand même déjà des bonnes bases, et on voit bien que les gens sont des croyants. Donc après, il y a le choix entre des croyants qui s'ignorent et des croyants qui s'assument. Mais aujourd'hui, le piège de l'athéisme, du matérialisme, du scientisme, c'est de croire ne pas croire. Or, le propre d'un croyant, c'est qu'il sait qu'il croit. Or, il y a des gens qui croient qu'ils savent. Enfin, qui croient. Oh là, mon Dieu. Un prof de français dans la salle, s'il vous plaît. Qui croit qu'ils savent. Aujourd'hui, la baisse de la fréquentation des églises et des croyances, bon, les églises, c'est ce qui est historiquement dans notre socioculture, évidemment, ça vient d'une véritable organisation d'ingénierie sociale visant à discréditer l'Église catholique et à se supplanter à elle. D'ailleurs, c'est une réussite, puisque dans le fait, la fréquentation des églises s'est effondrée, etc. Ça remonte plus ou moins aux Lumières, et ça a continué. Bon, j'en parle vraiment abondamment sur la chaîne, avec l'idée de transformer un Dieu céleste en un Dieu terrestre par l'usage de la science pour remplacer ça, et on l'a bien vu pendant les événements récents, je ne sais plus comment tu les avais appelés, l'expérience de domestication globalisée. Voilà, globalisée, j'aimais bien ton expression, je vais te la piquer. Et donc pendant cette période de domestication généralisée, on a vu à quel point la science jouait aujourd'hui le même rôle que les religieux de l'époque. Quand on disait Juste un petit détail, à l'époque on a séparé l'État de l'Église, aujourd'hui le médical est rentré dans l'État. Complètement. L'Église est re-rentrée dans l'État. Et surtout le tour de passe-passe est génial, parce qu'à l'époque, le pouvoir politique et le pouvoir religieux étaient en bisbise, et il y avait parfois des conflits, d'énormes conflits entre l'Église et le pouvoir politique. Or, là, aujourd'hui, on a vu qu'en fin de compte, c'est le politique qui primait sur le médical et sur le scientifique. C'est-à-dire que quand le politique disait « faites ça », même si les experts disaient « attendez, on n'a pas de recul dessus, on n'a pas », le politique disait « si, vous en avez », et où en fait, derrière, donc ça a été une espèce de tour de force pour réunifier les différentes composantes du pouvoir, et de toute façon, ils vont continuer dans cette direction-là, puisque nous avançons, paraît-il, en tout cas disent certains, il y en a qui prophétisent la fusion donc, des identités numériques, biologiques, etc., et civiles. Ça va dans ce sens de ce que certains auteurs appellent la théorie du crime parfait. Théorie du crime parfait, c'est que chaque atome de l'univers ait été manufacturé, contrôlé et redesigné par l'homme. Autrement dit, c'est une tentative de vaincre la vie dans ce qu'elle a de vivant. Et donc c'est une tentative pour faire une religion, mais qui est en fait une crypto-religion, parce qu'à aucun moment elle ne s'assume comme telle, justement. Qui est la religion, qui est, j'ose le mot, la religion de la maçonnerie. Pour moi, elle ne porte... C'est la religion sans les avantages. C'est la religion... Enfin, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Disons que la balance bénéfice-risque est moins équilibrée que celle des religions qu'on connaît, qui ont plusieurs millénaires, selon moi. Disons que dans les grandes religions traditionnelles, l'homme est seul face à Dieu. Donc même si dans certaines religions, tu as quand même le clergé qui est pas loin et qui peut être extrêmement pressant, voire oppressif, il y a quand même effectivement il y a un espace de vérité, en fait, tout simplement. Alors que là, comme tout a été manufacturé par l'homme, ça veut dire qu'il y a forcément un programmeur dans ton système qui a une intentionnalité, et cette intentionnalité, elle n'est pas neutre, elle est forcément biaisée. Donc ça veut dire que tu as forcément des crypto-biais par cette espèce d'approche, alors que quand tu es seul entre toi et la nature, à la limite, tu peux être biaisé, mais ce sont tes propres erreurs que tu fais. Or là, tu es dans l'inframonde d'un autre, tu es dans la matrice d'un autre, et c'est toute l'horreur de ce plan. Et cet autre, son seul but, c'est de maintenir sa position dans l'échelle de dominance hiérarchique à ton dépens. Exactement. Et il faut lire Henri Laborie pour comprendre ça. Mais oui, c'est le seul et unique but, c'est de maintenir l'échelle de dominance telle qu'elle est, pour éviter que des dominants puissent perdre leurs privilèges. Oui, je voulais te relancer, parce que tu as parlé un petit peu du wokisme. Ma question est, pourquoi est-ce que le wokisme est voué à mourir en se confrontant à la réalité? parce que l'enfer est divisé contre lui-même. Je cite les textes, ça capte toujours quand tu cites les textes, mais en même temps, dans ces textes-là, tu as une sagesse multiséculaire. Sors pas de mon trou du cul. Non, mais parce que c'est le principe du réel que de gagner à la fin, c'est tout. Et qu'est-ce qui fait que le wokisme est totalement inadapté au réel, alors? Mais qu'est-ce que c'est le wokisme?
à la base, ça part comme toute activité humaine, ça part toujours d'un bon élan. Non mais vraiment, tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, j'ai la foi que j'ai aucun de mes frères qui fait des choses mal. Pareil. Je ne crois pas à la ponérologie. Je pense qu'il n'y a pas d'être humain ontologiquement mauvais. Et j'ai travaillé sur des thèmes comme la sociopathie, la psychopathie, etc. Il n'y a que des stratégies d'adaptation. Voilà, pour permettre la survie. Des stratégies qui sont plus ou moins sacrificielles. Et c'est sûr que quand c'est nous qui sommes sacrifiés, on fait la gueule, ce qui est normal. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je ne rentre pas des notions de ponérologie là-dedans. Donc, le wokisme, à la base, c'est... Alors, déjà, il faut revenir sur d'où vient le wokisme. Le wokisme, c'est un certain nombre de... Alors, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Oui. Je vais quand même proposer une narration en étant conscient que toute narration se discute. Mais c'est un certain nombre d'intellectuels européens et notamment français, de ce qu'on appelle l'école française. Des gens comme Deleuze, Guattari, etc., des Sartre, enfin des penseurs de la complexité. J'en ai un autre là, merde, qui me vient, que j'ai pu... Morin. Ah, Edgar Morin. Oui. Tu l'associes à ce courant de pensée? C'est un penseur de la complexité. Ça oui, d'accord, mais je vois pas Mais c'est un penseur aussi de la déconstruction. Ah. Donc, d'un certain point de vue. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce Ok. Mais en tout cas, il y a une école déconstructiviste française qui n'arrive pas à percer en France au-delà de quelques colloques d'un entre-soi un petit peu pédant de l'intelligentsia franco-française et qui a le génie de s'exporter aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une synergie qui se fait entre cette pensée déconstructiviste française et les intérêts de l'ingénierie sociale souhaités par des familles telles que les Rothschild, les Rockefeller, etc., et notamment le Kinsey Institute, des gens comme John Monnet, des gens, etc., comme ça. Et tu mets tout ça dans un shaker et tu as une espèce de convergence des idées dans une direction qui est un refus de ses limites. C'est-à-dire que si on peut tout déconstruire, alors on peut aussi déconstruire papa. Ouais. Et si on peut déconstruire papa, alors je suis un être tout-puissant, puisque personne ne peut me contenir, puisque tout ce qui peut me contenir, pardon, le lapsus est tout à fait... Mais je vais l'assumer, tout ce qui peut me construire peut être déconstruit. Donc à partir de là, très très vite, quand le mouvement revient en France, cette déconstruction possible de ce qui peut me construire, ça revient à une invitation à rester dans la matrice pas au sens de Matrix, mais dans la matrice au sens de l'utérus de maman. Ouais. C'est-à-dire que c'est une invitation à ne jamais grandir. À ne jamais prendre ses responsabilités. Et à ne jamais devenir adulte et à ne jamais prendre ses responsabilités. Ce qui est très confortable. Ce qui est extrêmement confortable et qui flatte au dernier degré notre cerveau limbique, parce qu'à un moment donné, tout individu adulte sait que c'est une mue qui est extrêmement douloureuse à un endroit. Ah oui. Parce que c'est abandonner des illusions, parce que c'est assumer un certain nombre de choses. Et donc, ça n'est pas étonnant que ce type d'idée est particulièrement fleuri en France, terreau du socialisme et d'un socialisme historique qui, quelque part, soutient l'absence de maturation et de maturité de tout un pan du corps social. J'en avais parlé dans la dernière vidéo que j'avais fait avec les gens du cercle Aristote sur ce fameux coefficient d'envie qui était largement supérieur en France que dans les autres pays d'Europe, voire Oui. Coefficient d'envie qui est inversement corrélé à la capacité d'exprimer sa responsabilité individuelle en fait. Et donc, dans la déclaration des droits de l'homme, qui a donc été faite par un certain nombre de maçons, on met en exergue la responsabilité comme une valeur. Mais pour autant, dans les faits derrière, le mécanisme qui est politique maçonnique est un mécanisme d'assistanat et de perfusion. Et plus il prend de la place, moins il y a de responsabilité. Donc on est typique dans ce double discours luciférien qui vous vend quelque chose qui est toujours respectable, la responsabilité, tout le monde est pour la responsabilité, et derrière qui va faire exactement l'inverse. Peut-être que le meilleur moyen de convaincre quelqu'un, le meilleur moyen de faire en sorte que quelqu'un n'aille jamais vers la responsabilité, c'est de le convaincre qu'il en fait déjà preuve, alors que pas du tout. Exactement. En lui bourrant le mou dès l'école. Exactement. Ça a l'air de fonctionner. Hein. Ça fonctionne très très bien, parce que pourquoi dépenser l'énergie nécessaire à la vertu quand il se trouve qu'on en est déjà magiquement doté? Ça n'a aucun sens. Magiquement, exactement. Oui, le mot-clé ici, c'est magiquement. C'est ça.
C'est au dépit des lois de la physique. En fait, c'est un acte magique qui relève de la proférence, c'est-à-dire la proférence culturelle. C'est-à-dire de dire, dorénavant, Arti, je te déclare comme responsable. Tu vois, rien n'a changé, mais c'est un acte hypnotique qui se veut créer une réalité, alors que en fait, ça n'est qu'une idole. On est en train en fait de faire de l'idolâtrie à grande échelle. Comprenez bien qu'une idole, c'est quelque chose qui obéit à 4 critères essentiels. Vous avez la fascination pour l'idole. L'idole fascine parce qu'elle est investie de tout un ensemble de pouvoirs, etc. Parce que si jamais cette idole, en l'occurrence là on parle de l'État, qui profère que vous êtes responsable, si cette idole est capable de faire ça, ça veut dire qu'elle dispose d'un pouvoir qui est complètement fascinant et qui va faire régresser les enfants, enfin je sais pas, les individus à l'échelle des enfants. Bien sûr. Vous avez la fascination. Vous avez l'identification à l'idole, c'est-à-dire que si jamais je travaille bien, un jour je pourrais être comme papa, si je fais bien tous les rituels magiques, au bout d'un moment je pourrais être aussi puissant que les gens qui ont ce pouvoir magique. Il y a la création d'un absolu, mais qui en réalité est relatif, c'est là où est l'arnaque. C'est qu'on croit que l'idole c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. Dieu est absolu. L'idole est toujours une manifestation de Dieu, puisqu'elle correspond à une forme de pensée magique. Et qui dit pensée magique dit que je veux me protéger du réel, et donc que je ne suis pas en phase avec ce dernier, effectivement. Et enfin, la dernière caractéristique des idoles, c'est qu'elles créent des conflits. Parce que si jamais je suis dans une pensée magique, donc hors du réel, et que quelqu'un est dans une autre pensée magique différente hors du réel, tôt ou tard on va se foutre sur la gueule pour voir quel est le mythe qui est le plus fort, parce que l'existence même d'un autre Dieu que mon Dieu fragilise la toute-puissance du mien. Et là, on retombe dans les thèses de Girard, et c'est le conflit mimétique assuré à cause de cette idolâtrie. Et c'est pour ça que c'est proscrit dans la religion catholique. Et c'est pour ça que les grandes familles qui veulent conserver leur place dans l'échelle de dominance, ils voient une opportunité de faire en sorte que les gens s'écharpent les uns sur les autres, plutôt qu'ils se retournent contre eux. Exactement. Parce qu'ils ont besoin de décharger leur stress, vu qu'ils sont sous pression, et qu'il faut bien qu'ils passent à l'action et qu'ils soient dans l'action motrice à un moment. Et il vaut mieux que ce soit par le combat du tous contre tous, plutôt que... ça fait sens. Et normalement, petit à petit, on va assister à une espèce de sélection darwinienne, donc tout comme on sélectionne les petits pois, ou les espèces de fougères, ou les espèces d'algues, ou les chiens, on est en train de sélectionner aussi les hommes, justement, de sorte à créer une espèce d'homme nouveau qui sera complètement dépendant de la technologie, puisque comme le dit Nassim Nicolas Taleb, le contraire de la virilité, ça n'est pas la lâcheté, c'est la technologie. Et on va arriver vers un homme à bateau de testostérone, dépendant d'excroissance technologique, qui sera en plus, qui aura grandi sans famille, ou dans une famille monoparentale, et bientôt dans des espèces de fermes d'État. Puisque comme le disait Jacques Attali, un des projets c'est d'essayer d'anéantir la famille et de faire élever les enfants par des éducateurs d'État, qu'on vendra ça au nom de 2-3 familles tarées qu'on mettra en avant médiatiquement, histoire de faire peur à l'opinion publique, et on va dire oh mon Dieu mais c'est terrible, et c'est vrai qu'après tout des enfants ils sont tout puissants les parents sont tout puissants aux yeux des enfants, et que c'est terrible parce que si les parents sont stupides, et comme les parents vont être de plus en plus stupides, ça va arriver de plus en plus. Donc ce sera facile à justifier. Et donc ce sera facile à justifier, et à partir de là, on créera des individus totalement malléables qui n'auront absolument aucun socle identitaire qui leur permettra d'avoir la force de lutter contre des mécanismes d'ingénierie sociale qui ne comprendront même pas. C'est marrant, ça me fait penser à Macron qui disait au mois de juillet, qui parlait de la responsabilité des parents dans le phénomène des émeutes. Et ça a été salué par plein de gens de droite qui disaient oui, enfin, il faut parler de ça, c'est vrai, c'est un vrai sujet, mais finalement peut-être que c'est un moyen d'injecter dans le débat public ce que tu viens de dire là. Mais complètement. Mais vous allez voir que ça va arriver de façon très graduelle, très lente. Bien sûr, toujours. La marmite, la casserole doit chauffer doucement. Exactement. Bien sûr. Bien sûr. J'en reviens à la question de base. Disons que sans influence extérieure, sans injection monétaire par exemple, le wokisme serait déjà mort dans l'œuf ou n'aurait jamais vu le jour. Parce qu'il est trop... il renie trop les lois de la physique. Et s'il a atteint le niveau de développement qu'il a atteint aujourd'hui, ça n'est peut-être uniquement que parce qu'il est promu, et parce qu'il est subventionné. Oui, là encore, c'est une forme d'ingénierie sociale. En fait, c'est une conséquence directe de l'effondrement de la famille et de l'effondrement du rôle du père qui est lié à la religion maçonnique. La religion maçonnique, par définition, s'attaque à l'Église et s'attaque à Dieu. Sa finalité, une de ses finalités, c'est la destruction de l'Église catholique.
et l'anéantissement total du message du Christ. L'idée, c'est de dire, en fait, il n'y a pas... parce que, comme toujours, les gens ont toujours raison d'un certain point de vue. Voilà. Donc, quand la maçonnerie met ça en avant, elle a raison d'un certain point de vue. Parce qu'elle démystifie le dieu du clergé moyenâgeux. Et elle dit non, je suis ma propre loi, je revendique le droit de penser par moi-même, et d'une certaine autonomie, au sens de autonomos, le fait d'être ma propre norme. Ouais. Et d'être créateur moi-même du réel, et de ne pas simplement dire amen à tout ce qui se passe. Et ben non, je vais défricher des nouveaux terrains, je vais inventer des nouvelles choses. De ce point de vue-là, c'est tout à fait valable. Pourquoi pas. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'il y a une confusion entre l'image de Dieu du clergé et Dieu réellement. C'est vraiment comme ces zététiciens qui se marrent des croyants en disant « Ah, bande d'idiots centrés en pré-rationnel, vous ne savez que croire, vous ne comprenez rien à la science. » Ok, certes, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et en fait, à chaque fois que je vois des gens qui font une critique comme ça de ce que c'est que Dieu, en fait, je me rends compte qu'ils n'ont rien pigé à ce que c'est que Dieu, et ils font un homme de paille. Ils font simplement un sophisme de l'homme de paille. Ils ont été éduqués à ça. Ils ont été éduqués à ça. Mais déjà, il faut déconstruire pour reconstruire. Exactement. Et donc, du coup, quand la maçonnerie, les Lumières, etc., arrivent et dit Dieu est mort, en fait, hein, c'est ça, c'est avec Nietzsche qui arrive par-dessus, un certain nombre d'auteurs qui finissent d'achever le travail. C'est pas Dieu qui est mort, parce que par définition, Dieu, il est éternel. Donc, quelque chose qui est éternel ne peut pas mourir. C'est la perception que les gens ont de Dieu, de ce qu'est Dieu. C'est l'image moyenâgeuse de Dieu qui est en train de disparaître. C'est l'image de Dieu comme compensation psychologique qui disparaît. Mais c'est pas du tout la même chose. Et donc, à partir de là, il y a un Dieu est mort. L'État arrive, et donc avec la hausse des prélèvements obligatoires tout du long du XXe siècle, l'État finit par permettre à des femmes célibataires urbaines de vivre seules, sans un mari pour subvenir à leurs besoins. Et à partir de là, l'État devient en fait l'homme de fait dans la situation, ce qui amène des femmes de plus en plus, et c'est encore plus flagrant aujourd'hui avec Tinder, qui leur permet d'avoir une sexualité, même à l'âge de 60 ans, en claquant des doigts, sans avoir besoin de s'engager, ni de faire preuve... Et dans l'anonymat le plus total. Et dans l'anonymat le plus total, puisqu'on sait que l'anonymat encourage les comportements non prosociaux, évidemment. Bien sûr. C'est pour ça que les gens mettent des masques dans certaines soirées, par exemple. Toi-même, tu sais. Et donc, petit à petit, ces familles monoparentales amènent un terreau dans lequel la femme peut rester une jeune fille. On a fait une vidéo sur la chaîne il n'y a pas longtemps sur la théorie de la jeune fille en compagnie de l'excellentissime Mos Majorum. Et donc, les femmes peuvent rester de plus en plus tard des jeunes filles puisqu'elles n'ont plus besoin à aucun moment du contact d'un homme qui va les verticaliser. Donc on reste dans un système de femmes horizontalisées, dans tous les sens du terme et avec jeu de mots, dans lequel elles n'ont plus du tout besoin de regarder un peu au-dessus, alors qu'autrefois, quand il y avait simplement un père qui était capable de leur dire à 14 ans non, ma fille, oui, tu es très belle, mais tu vas changer de jupe et tu ne vas pas mettre cette jupe à la foutre pour sortir, elles étaient obligées d'apprendre à se contenir un minimum. Aujourd'hui, étant élevées dans des familles monoparentales de plus en plus, elles n'ont plus ce père à l'extérieur, parce que c'est pas un beau-père qui va se permettre... Ou alors elles ont un père qui n'est même plus capable d'élever la voix. Ou alors, quand il y a un père, en plus, effectivement, une fois sur deux, il n'a plus assez de testostérone et il est complètement inhibé par la propagande... Il mange des hachis parmentiers réchauffés, quoi. Voilà, par la propagande féministe, pour se permettre d'oser... on va lui dire papa tu me mansplains, etc. Donc c'est logique, c'est une conséquence directe de la déchéance du rôle du père, si tu veux. Bien sûr. Et on est encore dans un truc systémique parce que les nouveaux comportements féminins ne vont pas aider les hommes à se construire comme des hommes. A priori, c'est pour ça que la société là est très très mal barrée. Elle va se faire ubériser, elle va se faire contrôler à la chinoise. Et ceux qui vont rafler la mise seront probablement des jeunes mâles issus du Maghreb, avec un taux de testostérone pas encore complètement déconnant, mais pour peu qu'ils aient quand même fait des études et qu'ils aient quand même un bon niveau socio-culturel, ils auront à la fois le bon niveau de je suis un mec, le bon niveau de testostérone, ça c'est un sujet qui me fascine. Et l'exotisme. Quand on prononce le terme grand remplacement, soit la personne qui écoute la vidéo adhère à 100% parce qu'elle se dit qu'on est des grands fans de... Comment il s'appelle le mec qui a théorisé ça? J'ai oublié son nom. Soit les gens vont se dire « Oula, ça déraille ».
Alors qu'en fait, sont deux manières de ne pas réfléchir. Exactement. C'est deux manières de se dire j'adhère à son camp ou il adhère à mon camp ou on est des ennemis. Mais en fait, ce qu'on appelle grand remplacement, ça n'est qu'une régulation anthropologique. Je veux dire, les femmes ont des besoins que ne remplissent plus les hommes occidentaux. Et s'il existe sur cette planète des hommes qui comblent le mieux ce besoin, eh ben, ils prendront la place des hommes occidentaux. C'est évident, c'est logique. À l'échelle de, si on se place du point de vue de l'espèce humaine dans sa globalité, c'est peut-être même souhaitable. Si on se place comme nationaliste ou machin, alors ça l'est pas. Donc on se place en opposition par rapport à ça. Moi, je l'observe juste. En fonction de mon humeur du jour ou de comment je me place, bah, peut-être que je vais considérer que c'est un énorme problème, ou je vais considérer que c'est même une chance. Mais c'est encore un sujet dont on n'a pas le droit de parler, on ne peut pas parler. Mais un sujet ultra important. Ouais. Je voulais faire un parallèle avec la gestion du stress. Tu vois, il y a plein de jeunes hommes français, gaulois de branche, qui... Elle est pas mal, ça. J'adore ça. Qui nourrissent énormément d'anxiété à cause de cette idée-là, à l'idée de se faire remplacer anthropologiquement, et je les comprends. Exactement comme le gamin et son beau-père qui voit chez lui un rival. Exactement le même mécanisme. Mais ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en concentrant leur attention là-dessus, ils nourrissent de l'anxiété, leur niveau de stress est plus élevé, et leur testostérone s'effondre. À cause du taux de cortisol. Et donc là, on comprend qu'en fait, la meilleure solution, c'est le lâcher-prise. Et que le fait de garder ses œillères, de ne pas s'exposer à l'information, c'est le meilleur moyen d'éviter de subir ce qu'on redoute. Ah mais de toute façon, une fois qu'on a compris que la plupart des médias mainstream en fait ne sont que des agents d'hypnose du pouvoir, on jette sa télé et on arrête de les regarder sur Internet, ou alors on les regarde éventuellement avec un regard critique comme on peut faire dans certaines facultés ou certaines formations d'analyse du discours. Mais je veux dire, oui, ce qui peut être intéressant aussi. Oui, ce que je fais de temps en temps sur la chaîne. De se mettre à jour. Voilà, mais justement sur ma chaîne, j'essaie de proposer un contenu, parfois de théorie fondamentale, parfois d'analyse du discours, histoire de voir comment ces théories fondamentales sont appliquées, mais histoire d'essayer de rester dans l'air du temps, mais en essayant de ne pas subir ce lavage de cerveau médiatique, parce que c'est, ne serait-ce qu'à cause de l'effet de simple exposition, il y a des idées qui rentrent dans nos cerveaux, qu'on le veuille ou non, et c'est vraiment important de s'en rendre compte, parce que c'est directement au prorata du temps passé en exposition. Complètement, et je trouve qu'il y a un piège dans lequel beaucoup de gens tombent, dans lequel je suis tombé aussi. Moi, ça fait peut-être 10 ans, voire même plus, que je ne regarde plus la télé, ou occasionnellement, vraiment occasionnellement, étant conscient de tout ça. Alors, depuis que j'ai 2011-2012, j'avais 17-18 ans, je commençais à me rendre compte qu'en fait, beaucoup de choses qu'on m'avait vendues comme étant des vérités absolues n'en étaient pas, donc ça date. Mais pour autant, je suis passé du contenu télé à du contenu internet, YouTube, tout aussi anxiogène. Comme tous les gens de ta génération. Tous les gens de ma génération. Et j'ai mis énormément de temps, déjà à comprendre que je me faisais du mal, et ensuite à prendre les dispositions qui s'imposent pour ne plus m'exposer. Et c'était comme devenu une addiction, parce que je pense qu'on est beaucoup à être accro à l'adrénaline, à être addict au fait de fonctionner sous adrénaline, à fonctionner dans un état de peur. Ça nous maintient éveillés et ça nous permet de ne pas se rendre compte qu'on est épuisé. Et donc je suis tombé dans ce piège-là, et il y a des millions de gens qui sont dans ce piège-là, et qui sont paralysés, qui génèrent du stress au quotidien, qui sont dans l'inhibition, qui n'arrivent pas à en sortir, et qui en plus pensent bien faire, parce qu'ils pensent que c'est important de rester informé, qu'en éteignant la télé, ils ont éteint la propagande, et que du coup, ils écoutent que du contenu vrai, du contenu... Mais en fait, c'est aussi des gens qui veulent te vendre un truc, c'est aussi des gens qui sont enfermés dans des dogmes. Aujourd'hui, YouTube est complètement mainstream, de toute façon. Ouais. Enfin, à moins... Le seul intérêt de YouTube, c'est que tu peux faire un petit travail, effectivement, de filtrage des sources, mais la plupart des gens ne le font pas, en tout cas pas consciemment, ils se contentent d'obéir à l'algorithme. Et puis la bulle algorithmique t'emprisonne de toute façon. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. C'est moi à un moment donné, je me suis dit bon ok, parce que je regarde, je passe du temps devant YouTube aussi, déjà parce que je suis youtubeur et que du coup ça fait aussi partie de mon travail, mais il y a quand même un choix de ce qui est regardé. Et par exemple, je me suis dit, voilà, je veux au moins passer 25% de mon contenu regardé autour de telle thématique, pas moins, etc. Tu vois, d'organiser un petit peu les choses. J'ai fait un peu ça. Je me suis rendu compte de comment, mais à peine sur 3 semaines, 1 mois déjà, j'ai vu que ça a déjà transformé un certain nombre de mes cognitions, des choses comme ça. Donc, c'est récent. Ouais, j'ai fait ça il y a 8 mois, 1 an à peu près, un truc comme ça.
Et voilà, c'est des petites, c'est l'équivalent d'une forme de régime, quoi. Tu vois, il ne s'agit pas de s'imposer des repas c'est une diète, mais juste de se dire, je mange pas trop gras, pas trop sucré, etc. Voilà, c'est encore une autre manière d'appliquer la loi de Pareto quelque part. Dans l'alimentation, c'est le meilleur moyen de fournir un minimum d'efforts et de consacrer un minimum de temps tout en ayant un maximum de bienfaits. Et dans la façon de consommer de l'information, c'est exactement pareil. Exactement. Il ne faut pas surconsommer du contenu anxiogène, il faut en consommer un petit peu, parce que je trouve que ça permet de trouver un équilibre entre le fait de faire l'autruche et le fait de tellement s'y exposer qu'on génère trop de stress pour passer à l'action. Il faut trouver l'équilibre entre les deux qui te permet d'être suffisamment conscient de ce qui se passe pour te mettre un coup de pied au cul, mais pas trop conscient pour pas que ça t'inhibe. Et ce juste milieu-là, des fois il faut se forcer parce que la bulle algorithmique te pousse dans ta pente, systématiquement. Et c'est vrai sur YouTube, c'est vrai sur Twitter, c'est vrai partout. Mais à la limite, pourquoi pas, dans le sens où on a tous une pente de toute façon, mais est-ce que la pente est conscientisée? C'est ça la question. Ouais. Parce que quelqu'un qui dit, je dis n'importe quoi, tu vois, mais quelqu'un qui veut devenir champion du monde de muscu, tu vois, oui, la bulle va le pousser dans sa pente, mais c'est très bien, si c'est ce qu'il a envie, tu vois, si c'est son élan. Moi, ce que je trouve le drame, c'est quand c'est l'algorithme qui finit par déterminer ta pente. C'est clair. Et par accentuer sa pente, par accentuer son inclinaison. T'as une légère pente, l'algorithme il va faire d'une piste bleue une piste noire. Tu vois. Ça c'est dangereux. Et c'est de plus en plus vrai. Aujourd'hui il faut se forcer à aller regarder du contenu qui va à l'opposé de tes croyances supposées pour nuancer un petit peu le truc. Et il faut le faire en permanence, sinon tout de suite ça se referme. L'algorithme se recrée la bulle tout de suite. C'est pour ça que j'essaye humblement, en tout cas j'ai pas mal de retours qui vont dans ce sens-là et ça me fait toujours plaisir, mais j'essaie de proposer un contenu qui soit qualitatif et en tout cas qui se discerne, qui soit clairement dans le top 2% des propos à peu près intelligents qu'on peut trouver sur YouTube. Ouais. Et je pense malheureusement qu'il y aura de moins en moins de gens pour apprécier le consommer parce que qui dit contexte de crise dit niveau de stress global qui augmente, dit simplification et binarisation de la pensée, et dit tout ça nous dit que les gens veulent consommer du contenu qui leur permet de s'identifier à un camp ou à un autre. Honnêtement, moi, je le vois très très clairement au niveau de mon audience. Déjà parce que je suis arrivé à une espèce de plateau, je pense que là ma chaîne va stagner. Tu crois ? Peut-être qu'elle va progresser encore un peu, mais je vais dire clairement, je pense qu'on est arrivé aux limites quand tu vises un public justement qui a un quotient intellectuel de 128 à 150, fatalement tu peux pas faire 1 million de vues, tu vois. C'est pas possible. Et d'ailleurs, je le vois aussi parce que au niveau des audiences, les rares vidéos qui ont fait vraiment des pics d'audience sont que des vidéos qui renvoient d'une manière ou d'une autre à du conflit mimétique, à du clash, etc. Même si dans la vidéo, je ne prends pas position là-dessus et j'essaie justement d'en sortir, il faut au moins que la skin, que l'apparence renvoie à ça parce que les gens ont... mais tu le vois, sur ta chaîne, les 2 vidéos qui ont fait le plus de vues, c'est celle avec Bégodeau et celle où tu parles du clash Aberkan-Tronchambier. Exactement, et il y a aussi celle sur les pervers narcissiques. Et oui, mais c'est pareil, exactement. Oui, mais c'est comme ça. Bon, c'est inévitable. Mais je suis partisan de dire que, c'est ce que je fais moi, qu'il est intéressant de proposer du contenu qui s'adresse parfois aux bas instincts pour essayer de sauver les gens qui sont encore sauvables. Parce que j'ai fait une croix sur l'idée que tout le monde a un potentiel, a le potentiel le suffisant, mais je considère qu'il y a des gens qui, par exemple, aujourd'hui sont perdus sur TikTok et qui consomment beaucoup de TikTok parce qu'ils sont addicts, et qui, au fond, ont les capacités de se soigner en fait. Mais ouais, je crois que c'est ça. Quand je dis se soigner, c'est au niveau du système dopaminergique. C'est un peu le début du process, quoi. Et je considère que c'est intéressant d'aller les chercher là où ils sont. Parce que si tu fais que du contenu exigeant dans le fond et dans la forme, alors ces gens-là ne te découvriront jamais. C'est pour ça que j'ai cédé moi sur une partie de mes principes premiers entre le début de la chaîne et le moment où elle a explosé. C'est quand j'ai commencé à rajouter des rushs rigolos, etc. Parce que moi avant je me disais, mais attendez les gars, vous êtes des adultes, vous n'êtes pas des enfants. Vous n'avez quand même pas besoin qu'on vous mette des trucs rigolos de temps en temps pour garder votre attention. Eh ben si. Je fais ok, très bien. Donc peut-être que je sacrifierai d'autres de mes principes à l'avenir, mais comme mon but n'est pas d'avoir une chaîne avec beaucoup de vues, je m'en fous complètement.
je suis content quand une vidéo fait des vues, mais en fait, ça dépend comment elle les fait. Honnêtement, faire beaucoup de vues sur un clash Idriss Aberkan Tronchambier. Ça t'apporte plus de négatif qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il faut voir quel public ça m'apporte. Et je suis pas sûr d'avoir envie de ce public-là. Moi, je préfère vraiment faire quelque chose de quali avec des gens qui restent, d'apprendre à connaître aussi les followers de la chaîne. J'ai rencontré plein de gens merveilleux grâce à ça. Et qu'on apprenne à se connaître et à développer aussi une relation, etc. Avec des gens de qualité. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Enfin, je dis des gens de qualité, on se comprend, je suis pas on se comprend. choses, mais en tout cas des gens qui vivent dans certains niveaux de réalité avec lesquels on peut échanger de façon non sacrificielle, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse, et après, autre chose au besoin. Bon, après, là encore, hein, quand j'ai fait donc, cette vidéo sur le clash machin, je me dis, allez, je vais m'autoriser, je vais faire une vidéo sur 80 qui utilisent ces trucs-là pour ramener un peu de gens, et au final, je suis même pas certain avec le recul que c'était vraiment une bonne idée. Comme dirait l'autre, hein, c'est appuyer sur les principes, ils finiront par céder. C'est pas grave, moi je trouve ça intéressant de faire une entorse à ces principes une fois de temps en temps, mais il faut pas que ce soit régulier, sinon c'est plus des principes. Ouais, je suis d'accord. Voilà. C'est une vraie question, ça, se demander pourquoi avoir du succès. Moi je sais que j'ai jamais cherché le succès, et que le succès qui est arrivé, qui est d'ailleurs très relatif, hein, évidemment, ça fait toujours plaisir, mais chercher le succès, j'ai l'impression que c'est comme chercher l'amour ou chercher la sagesse, tu vois. Le potentiel d'antitélie ou d'effet Cobra est très très important, parce que c'est chercher, ça vient toujours d'une espèce de volonté personnelle. Moi, je suis pas là pour avoir une volonté personnelle. Après, si le succès est là, ça fait plaisir, évidemment, mais... C'est clair. Par exemple, si tu cherches le succès pour, par exemple, générer des revenus pour te construire une certaine liberté, il y a de grandes chances que tu te retrouves avec des contraintes qui n'existaient pas avant, du style tu peux plus sortir dans la rue sans qu'on t'emmerde. Non, et puis surtout, si c'est avoir du succès pour avoir de l'argent, pour avoir de la liberté, c'est mettre la liberté hors de soi. Or, la liberté, elle est déjà là en soi. On peut goûter la liberté maintenant. À partir du moment où je goûte la liberté maintenant et que je suis vraiment libre, je vais commencer à aller faire de l'argent avec les choses qui sont dans mon élan, parce qu'il faut bien que je mange. Donc à un moment donné, je vais suivre cet élan de liberté qui est déjà là. Et donc je vais commencer à essayer de montrer aux gens, hey, moi voilà ce que j'aime dans la vie, voilà qui je suis et voilà ce que j'apporte au monde. Et à partir de là, l'argent va arriver, tu vois. Et le succès va arriver même dans l'autre sens. Donc on inverse totalement la chaîne logique. Enfin, en tout cas, moi je l'ai fait comme ça. Et je trouve ça intéressant, parce que ça c'est une erreur fondamentale et qui vient d'habitude de penser typiquement gnostique, de mettre un objectif loin. C'est qu'il y a plein de méthodes de coaching, et je les ai pratiquées pendant plus de 10 ans, qui disent tu visualises ton objectif, tu mets le truc comme ça. Sauf que qu'est-ce qui se passe au niveau subconscient? Quand tu te mets un objectif, tu mets la chose hors de toi. Mais elle est déjà là, la chose. T'imagines quelqu'un qui veut l'amour, tu vois, par exemple, histoire de ne pas rentrer trop dans le business. Quelqu'un qui se dit, ah moi je cherche l'amour, c'est-à-dire qu'il met l'amour hors de soi. Donc déjà, le simple fait de dire je cherche l'amour, tu vois, on sent bien, on a une attitude de en chien quand on est... Tu vois, on fait, ça doit plutôt être je veux nourrir l'amour. Mais c'est j'ai l'amour déjà en moi, et comment j'ai envie d'écouter cet amour déjà en moi. Ah bah tiens, il se trouve que la petite vieille en bas de chez moi, elle a besoin de tel truc. Bah vas-y, je vais faire ça. Et tu vas voir que la fois d'après, quand tu vas aller rapporter ton pack d'eau à la petite vieille d'en bas qui peut pas le ramener, va y avoir sa petite nièce qui va être là, qui va dire ah c'est mon voisin qui est très gentil. Et là, tu vas trouver l'amour parce que tu es déjà dans l'amour en fait. Sinon, c'est vraiment, on nourrit le subconscient avec l'idée d'un truc qui est loin de soi. Ouais, c'est une course en ligne d'arrivée, quoi. Et là encore, tu retrouves ce que je disais tout à l'heure sur la logique gnostique maçonnique, justement, qui est au premier niveau, tu te dis, hey, tu te fixes ton objectif qui est quelque chose de respectable, et au deuxième niveau, au niveau subconscient, c'est exactement l'inverse. Et ça, c'est typique du logiciel luciférien, en fait. Cette manière de te séduire avec quelque chose qui brille mais qui n'est pas en or. En fait. Alors que quand tu reviens sur toi et sur j'ai l'amour ou le succès ou tout ce que tu veux qui est déjà en moi, parce qu'en fait le succès c'est jamais une fin, c'est toujours un moyen. C'est toujours un moyen d'avoir la liberté, d'avoir la reconnaissance, d'avoir du statut, d'avoir je sais pas quoi. C'est exactement comme l'argent. Voilà. Et même le statut d'ailleurs c'est aussi un moyen, c'est jamais une fin. C'est juste un moyen. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs en parlant de fin. En parlant de fin, on va clôturer là-dessus. Je te remercie déjà pour cette interview. C'était un plaisir, c'est moi qui te remercie. Comme je te l'ai dit en off, en ces temps-ci, je me fais beaucoup interviewer et je vois vraiment la qualité de l'intervieweur à ce qui ressort. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je suis à peu près toujours le même. Ouais. Et c'est les ingrédients, quand ils sont ensemble, ça fait plus ou moins bon. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. Et j'ose espérer qu'on a pu quand même délivrer 2-3 petites pépites pour les auditeurs. Exact, j'espère. Il faudra qu'on se refasse ça.
On verra dans quel format, quand, à propos de quoi. Je pense qu'il y aura des occasions. Merci à toi. Merci Arnaud. À bientôt.